Philippe Crevel, bonsoir. Vous êtes économiste et vous êtes président du Cercle de l'épargne. Alors, votre job ne doit pas être facile en ce moment parce que ce n'est pas facile d'épargner. Il y a un produit phare de l'épargne qui est en train de disparaître. Vous allez me dire si c'est vrai, c'est le livret A. Il y a encore eu en septembre 2,5 milliards qui ont été retirés du livret A. Est-ce que le livret A est en train de devenir un mauvais placement ? C'est un placement de court terme. Ça n'a jamais été un placement avec lequel on pouvait faire fortune. Mais le livret A a collecté énormément d'argent en 2011, 2012, 2013. Plus de 50 milliards d'euros. Donc la décollecte actuelle ne met pas en danger le livret A, c'est simplement un réajustement. Et les Français, avec un taux de rendement de 0,75%, jugent que ce n'est pas forcément le meilleur placement. Ils n'ont pas forcément tort. Alors est-ce qu'il existe des livrets alternatifs, le PEL? Ah puis tiens, il y a cette semaine, on parle de la finance solidaire. Je crois qu'il existe des livrets solidaires. C'est quoi? C'est du marketing, ces histoires de finance solidaire, ou bien non, il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière? Il y a de plus en plus de banques qui proposent des livrets d'épargne solidaire. Il y a même des fonds solidaires qu'on peut mettre dans son contrat d'assurance vie, les fameux contrats d'assurance vie génération qui ont été donc décidés il y a maintenant 2 ans par le gouvernement. L'objectif, c'est à la fois d'épargner et de faire un placement soi-disant socialement utile ou favorable à l'environnement. Il y a la COP21 bientôt. Ça peut rentrer dans l'épargne solidaire. On est sûr que son argent ne va pas être chez les marchands d'armes ou dans les fonds pétroliers. Voilà. Tout à fait. Bon. Et il peut y avoir du rendement. Ça peut concerner le logement social, l'environnement. Pourquoi pas? Mais il faut toujours regarder les frais de gestion et puis le rendement. Parce que si on place de l'argent, c'est avant tout pour essayer de gagner un peu d'argent. Alors, le livret A, les Français retirent leur argent du livret A, moins 2 milliards en septembre. En revanche, il y a un placement qui a toujours la cote, c'est l'assurance vie. Plus 18 milliards depuis le début de l'année. Alors que Philippe Crevel, vous allez me dire si je me trompe, mais l'assurance vie, on n'arrête pas de dire que ça rapporte de moins en moins. Ça rapporte à peine un peu plus de 2% par an, je crois. 2,5% pour l'année dernière. Cette année, ça devrait être autour de 2,3%. C'est pas mal, compte tenu que l'inflation est nulle. Il y a un peu d'impôt dessus quand même. Il y a un peu d'impôt. Au bout de 8 ans, 7,5% les prélèvements sociaux. Mais les Français commencent à aller de plus en plus vers les unités de compte. Alors là, il y a un peu plus de risques. Alors attendez, expliquez-nous, ça veut dire quoi? Alors les unités de compte, ça correspond à des parts de SICAV, de fonds de commun de placement, voire même des actions en direct. Et donc c'est placé sur l'enveloppe de l'assurance vie. Donc là, le risque est supporté par l'épargnant, à la différence du fonds euro où il n'y a pas de risque. Là, il y a une garantie en capital. Donc les unités de compte, c'est de l'épargne, on va dire, à risque, de long terme, mais qui rapporte plus. En moyenne, les unités de compte, l'année dernière, ont rapporté 8,5%. Voilà. Parce que, donc, pour bien que je comprenne, l'assurance vie, il y a 2 types d'assurance vie. Il y a celle sans aucun risque qui va vers les obligations, les bons du Trésor. Le fonds euro, ce qu'on appelle le fonds euro, mais ça rapporte plus grand-chose. C'est 2,5%, c'est pas mal, mais avec une garantie de capital totale. Mais alors du coup, les banquiers les assureurs de plus en plus vous disent allez un petit peu vers ce qu'on appelle les assurances vie en unité de compte, où là votre argent est placé en bourse, donc il y a un peu plus de risques. Il y a un peu plus de risques, un peu plus de rendement. Il faut savoir que le CAC 40 a pris 19% depuis le 1er janvier, c'est pas mal. Donc il y a des yo-yo, parce qu'alors en fin août ça avait baissé, mais là ça remonte là en ce moment. Voilà. Il y a eu un mois d'octobre fantastique à la bourse. Un des meilleurs depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors on constate en tous les cas qu'on dit que les Français sont toujours les champions de l'épargne. Il faut que vous m'expliquiez ce chiffre. Nous épargnons 15% de nos revenus disponibles. Ça veut dire que si on 1 000 euros de revenus, je mets 150 euros de côté par mois, ça semble énorme. C'est une moyenne. Premièrement, il y a des Français qui ne peuvent pas mettre d'argent de côté, donc c'est très concentré chez les cadres, les professions libérales. Et puis ce 15% cache quelque chose. Les 2 tiers, donc 9%, ce sont les remboursements du capital des emprunts immobiliers. Et il faut savoir que les Français se sont beaucoup endettés pour acheter leur résidence principale ces 20 dernières années et qu'ils remboursent. Et donc, ça passe par ce taux d'épargne. Les 15%, les 2 tiers, c'est du remboursement immobilier. Il reste donc un tiers, à peu près 6%, l'épargne financière, où il y a le livret A, l'assurance vie, le plan d'épargne logement, les livrets bancaires, donc c'est simplement dans ces 6%. Donc quand on dit que les Français sont les champions de l'épargne parce que nous épargnons 15% de nos revenus, en fait, essentiellement, on parle de rembourse. C'est parce qu'on rembourse l'appartement ou le logement qu'on a acheté. Pourquoi sommes-nous les champions de l'épargne? Pourquoi avons-nous ce besoin? En Allemagne, les gens sont locataires, ils épargnent beaucoup. Enfin, s'ils épargnent, les Allemands. Mais les Anglais, les Américains, aux Pays-Bas, on épargne beaucoup moins. Pourquoi les Français épargnent-ils autant? Le Français est un inquiet qu'il le sait, donc il épargne pour justement essayer de dépasser... De quoi avons-nous peur? De tout. Et donc la France, qui a un des systèmes de protection sociale les plus développés, est également le pays où il y a le plus d'épargnants. Donc là, il y a... Quel paradoxe. Il y a un paradoxe. Quel échec d'ailleurs.
eh ben, on n'a pas forcément confiance complètement dans l'État ou les régimes sociaux, donc on met de l'argent de côté. Car la première préoccupation des Français aujourd'hui, au niveau de la protection sociale, c'est la retraite. Et quand on interroge les Français, pourquoi épargnez-vous? Ils disent, c'est pour préparer la retraite. C'est pas toujours vrai, mais globalement, c'est ce qui vient en premier dans les sondages. Ah oui, la première motivation de l'épargne, c'est assurer ses vieux jours. Et c'est pour ça qu'on va dans l'immobilier en se disant au moins j'aurai un toit pour mes vieux jours. Il y a évidemment la possession de la résidence principale et puis l'assurance vie, en disant on met de l'argent de côté dans l'assurance vie, à la fois pour préparer sa succession, mais surtout pour préparer sa retraite. Est-ce qu'on n'épargne pas trop en immobilier? Est-ce que c'est toujours, ça reste selon vous un excellent placement? Et c'est ce que vous conseilleriez à un jeune qui débute? Ou bien vous le diriez non, les prix sont trop élevés? Reste locataire et met un petit peu de côté en assurance vie ou Il y a deux choses. Premièrement, il y a le côté psychologique. Être propriétaire de son toit en France, ça n'a pas de prix. Donc on est prêt à accepter un prix élevé de l'immobilier. C'est émotionnel, mais est-ce que c'est rationnel? Certainement pas rationnel. Aujourd'hui, il vaut mieux être locataire que propriétaire dans les grandes villes, à Paris ou dans les grands centres urbains. En revanche, la question, est-ce qu'il est intéressant pour faire de l'investissement locatif, et on sait que les Français aiment ça, d'ailleurs les formules Pinel, Duflot, Cellier prouvent que chaque gouvernement a forcément sa formule d'investissement locatif. Là, le rendement est très faible, on n'est pas très loin du livret A, surtout qu'on peut avoir en plus plein d'emmerdes avec son locataire, avec les frais divers et variés. Il faut faire donc très attention quand on fait de l'investissement locatif. Mais Philippe Crevel, on a une carotte fiscale. Quand on fait de l'investissement Pinel, donc le principe c'est qu'on achète une résidence, je sais pas où, moi, à Marseille ou à Lyon, etc. Et on la loue à quelqu'un et en échange on a une réduction d'impôt. Ça c'est agréable. Ah, le Français adore la réduction d'impôt, adore la niche fiscale. D'ailleurs le livret A est le premier produit avec des niches fiscales fabuleuses. Parce qu'il n'y a aucun impôt. Aucun impôt, l'assurance vie. Mais donc sur l'immobilier, évidemment qu'on a toujours attiré l'investisseur à travers les niches fiscales, à travers les réductions d'impôts, et on a souvent oublié de regarder la rentabilité, tant la rentabilité des loyers que la rentabilité de la revente. Et il faut regarder ça en premier avant de regarder la réduction d'impôts. Je ne condamne pas les Pinel, les Cellier, les Duflot. Je dis simplement, regardez toujours la valeur du bien que vous achetez. Alors, si on veut épargner et réduire ses impôts, il y a alors c'est un peu technique peut-être, mais les FCPI, ça non? Est-ce que vous conseillez quelque chose? Quelqu'un qui a de l'argent et qui dit je vais épargner et en plus comme ça je payerai moins d'impôts. Alors, il y a les fameuses FCPI. Donc là, on investit dans des sociétés dans des entreprises innovantes. Ça donne droit à une réduction d'impôt qui peut être intéressante. Il y a également un 18%. Plafonné dans la limite aujourd'hui d'à peu près 10 000 euros. C'est la niche fiscale globale. Mais pour les FCPI, c'est un peu moins. On peut également, si on aime vraiment la pierre, il n'y a pas de réduction d'impôt, mais c'est plus rentable en termes de rendement. Il y a les SCPI. On sort du rendement de 5 à 6%. Donc c'est pas mal. C'est mieux que les FCPI en général. Et puis, si on veut toujours chercher la niche fiscale et qu'on aime le cinéma, il y a les Sofica qui offrent droit également à des réductions d'impôts. Ça peut aller jusqu'à 6 000 euros de réduction d'impôts avec les Sofica réinvestis dans la production française. Ouais, donc 36% là, je crois, de réduction d'impôts sur les Sofica. Mais pareil qu'on ne récupère pas toujours sa mise. Hein, parce qu'on peut investir dans des navets où on ne récupère pas intégralement son capital. C'est toujours le problème de ces fameuses niches fiscales, c'est que globalement, c'est alléchant comme ça à première vue. La rentabilité, elle n'est pas toujours au bout de la route. De toute façon, ça c'est une règle de base en finance. Quand il y a du rendement, il y a du risque, hein, voilà. Et quand il n'y a pas de rendement, il n'y a aucun risque, c'est le livret A. Et voilà, tout à fait. Il ne faut pas forcément regarder la niche fiscale et la réduction d'impôts en premier. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par tous les gens qui diraient tiens, j'ai trouvé un truc fantastique dans le vin. Non, parce que vous savez, il y a beaucoup de placements comme ça, bizarroïdes dans l'art ou dans le vin, où à la fin on peut avoir d'énormes déceptions. Il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre, en particulier dans les manuscrits, dernièrement. Ah oui. Donc il faut faire très attention. Merci beaucoup Philippe Crevel pour tous ces conseils avisés et bien précis, donc économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. La Chine se dit prête à agir contre le réchauffement climatique. Peut-on espérer un accord global le mois prochain à Paris à l'occasion de la COP21? À quoi ressemblera la planète dans une génération? Les diesels ou les voitures essence, par exemple, seront-elles interdites? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Yves Calvi.